Alors, on va reprendre. On va poursuivre ces échanges autour d'une table ronde qui va avoir pour thème l'assurance, avec un titre S'assurer d'être assuré, qui pose déjà la question. Je vais donc vous présenter Laurence Isnard, qui est en charge de modérer cette table ronde. Laurence Isnard est conservatrice en chef du patrimoine, chef du bureau des acquisitions, de la restauration, de la conservation préventive et de la recherche au service des musées de France au ministère de la Culture. Lors de ses précédentes fonctions de conseillère pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France entre 2013 et 2020, elle a régulièrement sensibilisé les musées à la gestion du risque inondation, les a accompagnés lors de la crue de la Seine et du Loing en juin 2016 et a coordonné avec le C2RMF la mise en œuvre des premiers ateliers PSBC sur le territoire francilien. Donc cette table ronde propose un regard croisé sur les enjeux assurantiels, reposant sur l'expérience de 2 professionnels de musée et d'une professionnelle du monde de l'assurance. Merci Marie. Alors, autour de cette table, donc on change un petit peu de format après cette première partie dédiée à l'identification des risques et au diagnostic de vulnérabilité. Après avoir pris de la hauteur depuis l'espace, on revient à des choses, à des activités un peu plus terrestres et du quotidien, quoique la relation entre le professionnel de musée, le professionnel du patrimoine et l'assureur, l'assurance. Alors autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir Géraldine Chopin en face de moi, qui est actuellement élève conservatrice à l'Institut national du patrimoine, mais qui a auparavant été directrice du musée Promenade de Marly-Louvciennes dans les Yvelines, qui a subi un sinistre en 2016. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des inondations par crue. Là, on verra que c'est un autre type d'inondation par rupture d'ouvrage, rupture de canalisation. Vous avez orchestré les opérations de sauvetage et piloté le projet de rénovation de l'établissement qui a réouvert ses portes en janvier 2020 sous le nouveau nom de musée du domaine royal de Marly. À côté, Anne-Sophie Roussel-Truffy, vous êtes responsable risque habitation et outre-mer au sein de la direction des assurances de dommages et de responsabilité chez France Assureur. Alors, pour les non-avertis, dont je fais partie, France Assureur, c'est la Fédération française de l'assurance, c'est-à-dire le principal organisme de représentation professionnelle des entreprises d'assurance en France. Vous compléterez ou corrigerez si j'ai oublié certaines choses. Et vous êtes au sein de France Assureur, spécialement en charge du suivi des événements naturels et des catastrophes naturelles. Donc vous nous parlerez notamment du régime CatNat. Et puis Yamina El-Djoubi, vous êtes responsable adjointe du département de la production culturelle au MUSEM à Marseille. Donc c'est un grand établissement, un établissement public récent, inauguré en 2013, mais en bordure de mer, donc la submersion marine est potentiellement envisageable, on verra. Vous êtes en charge du suivi de la production des expositions et de la logistique des événements, et notamment en charge de la rédaction du marché assurance pour les œuvres exposées au sein du musée. Et vous êtes le contact privilégié avec l'assureur pour le musée. Alors, pour introduire cette table ronde et par rapport à déjà tout ce qui a été dit ce matin, c'est qu'on voit que ce qui est important, c'est de ne pas être seul, de croiser les regards, toujours dans cette dimension de diagnostic, mais aussi, ce que je voudrais dire, c'est que bien souvent, la connaissance des professionnels de musées en matière d'assurance, ça se limite un petit peu à la connaissance, à la couverture des œuvres lors des expositions temporaires, la détermination de la fameuse valeur d'assurance. Mais bien assurer les biens dont on est responsable, ça nécessite un minimum de connaissance du monde de l'assurance, de sa terminologie et aussi une certaine anticipation. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est de montrer qu'il n'y a pas deux camps opposés, mais qu'il est important de dialoguer.
Et c'est encore plus vrai, je dirais, pour les musées territoriaux qui ont cette difficulté parfois d'être englobés dans des lots et de ne pas être en contact direct avec l'assureur. Donc voilà, on va essayer de croiser les regards. Et ma première question, elle sera pour vous, Géraldine. Je disais donc en introduction que le musée dans lequel vous étiez directrice avait rencontré un sinistre. Donc je voudrais que vous nous reveniez sur comment s'est passée l'indemnisation suite au sinistre de 2016 et quelle a été votre relation avec, ou pas, avec votre assureur. Ce sinistre, brièvement, le musée a pour voisin un producteur d'eau potable dont une canalisation s'est rompue et le bâtiment a subi des dommages et les collections également, puisqu'il était en partie enterré. Et donc très rapidement, le jour J, le jour de l'inondation, on a contacté notre assurance et 24 heures plus tard, l'expert dépêché par la compagnie d'assurance est venu au musée. Donc précision, nos collections étaient assurées. Et rapidement, il a déclenché des garanties sur le contrat d'assurance que je ne connaissais pas, qui était la possibilité d'engager rapidement des dépenses, des mesures conservatoires pour éviter d'agrandir, d'augmenter les dégâts. Donc on a pu faire venir des restaurateurs qui ont fait des prestations de sauvegarde. On a pu aussi avoir des sociétés de transport d'œuvres d'art qui ont dégagé des objets que l'équipe ne pouvait pas transporter. Et donc l'indemnisation, on était donc couvert par notre assurance, mais ce sinistre, il avait un responsable, un tiers, et donc l'usage, c'est qu'on n'active pas notre dossier d'assurance, mais c'est le responsable qui, au titre de sa responsabilité civile, a l'obligation de remettre la victime en l'état avant le sinistre. Voilà. Alors il s'avère que notre tiers, ce qui a été fait, ce qui a pris beaucoup de temps, c'était d'évaluer le coût de la restauration des collections. Donc il a fallu faire venir plusieurs spécialités de restaurateurs notre interlocuteur, le représentant du tiers, on a échangé avec lui pour se mettre d'accord sur des niveaux d'indemnité. Il y a vraiment eu la négociation, du débat, parce que certains devis étaient estimés un peu trop coûteux. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas facile à faire comprendre, si je puis dire, mais ce n'est pas le bon mot. Quand vous faites restaurer un tableau qui a pris l'eau jusqu'à mi-hauteur, votre restaurateur ne va pas proposer de restaurer le tableau jusqu'à mi-hauteur. Voilà, des tableaux parfois qui ont été sinistrés, je prends l'exemple des peintures, n'étaient pas dans des états de conservation non plus excellents. Et donc il faut trouver un ajustement, qu'est-ce qu'on peut demander comme prestation, qui soit quand même cohérente au regard d'un gestionnaire des collections et que l'assureur accepte de prendre en charge. Voilà, c'est un peu le cadre de la négociation, on va dire. Et en fait, on a fait un calcul des devis qui avaient été retenus, avec parfois un peu d'élagage. Il a fallu beaucoup se battre sur la prise en charge de prestations de restauration qui ne touchent pas directement les œuvres, mais des soclages, des montages. Et quand vous avez 150 arts graphiques qui ont pris l'eau, il faut refaire les supports, les Marie-Louise, et c'est des postes budgétaires importants. Il faut parfois aussi négocier sur la prise en charge des rapports de restauration. Parfois, un restaurateur, il met une journée pour faire son rapport. Donc, voilà. Donc, l'équipe du musée s'est
un peu battu, avec un couteau entre les dents parfois. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc, on a obtenu au total une grosse indemnité dont on va faire ce qu'on va vouloir, c'est-à-dire que notre assurance ne nous demande pas de justificatif sur la réalisation ou pas des travaux de restauration. J'étais un peu longue. Ce que tu disais, c'est que vous aviez bénéficié d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour vous aider. Est-ce que tu pourrais préciser ça? Oui. Alors là, cette assistance à maîtrise d'ouvrage, en fait, elle est intervenue parce qu'il y avait un moment une situation de blocage avec l'expert du musée et l'expert du tiers qui représentaient la même compagnie d'assurance. L'une avec son volet œuvre d'art et l'autre son volet corporate, donc les grosses entreprises. Et comme on était en recours, eh bien, j'ai eu le sentiment que je n'étais pas forcément défendue par mon expert, que c'était peut-être faux, mais en tout cas je patinais, je pataugeais. Et puis il y a tout aussi un vocabulaire en fait, de l'assurance que je ne maîtrisais pas du tout. Et donc on a fait appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage, enfin, un conseiller qui est lui-même assureur, voilà, voilà, qui était un peu presque mon porte-parole intermédiaire et qui m'a aidé à grappiller, gratter sur certains sujets. Je me suis sentie un peu soutenue quoi, pour être indemnisée dans les meilleures conditions. Merci. Et alors justement, quel est ce vocabulaire qu'il est important de connaître? Et peut-être Anne-Sophie, est-ce que vous pourriez... quelle est votre lecture de l'expérience de Géraldine sur ce sinistre, qui est particulier, puisqu'il y a l'intervention d'un tiers? Qu'est-ce qu'il est important et qu'est-ce que vous pourriez mettre en exergue, vous, avec votre regard d'assureur? Alors, beaucoup de choses, parce que j'ai noté beaucoup de choses sur ce sinistre. Je pense que la première question là qu'on peut se poser, si on revient un petit peu dans l'ordre, parce que là on est déjà dans le sinistre et l'indemnisation, mais avant le sinistre et l'indemnisation, il y a quand même le contrat au départ. Et je pense qu'il faut être attentif aux garanties qui sont dans le contrat et aux conditions du contrat. Ça, c'est un point important. Sur les garanties, alors pour revenir à notre sujet qui est l'inondation, on voit bien que l'inondation peut prendre plusieurs formes, puisque là, c'était une inondation, mais pas naturelle, en fait. Donc, déjà sur ce point, il y a plusieurs garanties qui peuvent être mobilisées dans le contrat en fonction de la nature de l'inondation. Aujourd'hui, si je reviens encore un peu plus en arrière dans les réflexions, sur l'inondation catastrophe naturelle, on a un régime d'indemnisation des catastrophes naturelles en France qui a été mis en place depuis 40 ans, puisque c'était en 1982, qui a été un petit peu toiletté au mois de décembre 2021. Et ce régime, l'objectif de ce régime, c'était de permettre une indemnisation à l'ensemble des personnes à l'ensemble en tout cas c'est sur des biens, donc sur les biens qui ont été affectés par un aléa naturel, donc, dont l'inondation, et qui étaient jusqu'alors, jusqu'à la mise en place de ce régime, difficilement assurables, puisqu'il y avait une forte concentration à un endroit, il y avait des biens qui étaient beaucoup plus exposés que d'autres, donc plus difficilement assurables. Ce régime, il est fondé sur un partenariat public-privé, donc ça, je pense que c'est un élément important. Et il a trois principes fondamentaux qui sont l'universalité, donc pour que toutes les personnes puissent bénéficier de cette garantie. À partir du moment où on souscrit un contrat d'assurance de dommages, il y a obligatoirement la garantie contre les catastrophes naturelles dans ce contrat. Donc peu importe qu'on soit plus ou moins exposé, cette garantie est obligatoirement incluse dans les contrats. Donc ça, je pense que c'est important. Donc vous, en tant que musée, peu importe où vous êtes, vous avez bénéficié de cette garantie si vous avez un contrat d'assurance dommages. Donc ça, c'est un premier élément important. Deuxième pilier, c'est la solidarité qui rejoint aussi un petit peu le premier, puisque du coup, tout le monde contribue et il y a une prime du contrat d'assurance, une prime fixe, donc c'est un taux qui sert au financement de ce régime.
Donc il est de 12% pour l'habitation. Je pense que c'est la même chose pour les biens, pour les musées. Et donc ce taux de prime sert à financer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Et puisqu'on parlera aussi de la prévention, dans ces 12%, il y a une partie de ces 12% qui va au financement du fonds Barnier qui a été évoqué. Donc c'est aussi par le biais des primes d'assurance que ce fonds Barnier pour la prévention est financé. Et troisième pilier de ce régime, c'est la responsabilité, avec la mise en place de franchises légales. Voilà, il y a des petites évolutions en cours, puisque les décrets d'application de la loi de décembre 2021 ne sont pas encore parus sur ces franchises, mais l'objectif, c'est justement pour des biens tels que des musées qui ont peut-être les moyens d'agir sur la prévention peut-être plus facilement qu'un particulier qui ne maîtrise pas forcément tout, c'est de faire varier, de pouvoir que l'assureur puisse faire varier ce niveau de franchise en fonction des mesures de prévention qui auraient été prises. Donc ça, je pense que c'est un élément important, puisque si des mesures de prévention sont prises, les franchises pourront être moins élevées. Donc ça, c'est ce régime. Et avec un élément aussi important, c'est qu'il y a à la fois le rôle de l'État, puisque c'est l'État qui va décréter la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté. Donc cette garantie ne jouera que s'il y a un arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune concernée pour l'aléa, et il y a aussi une temporalité qui sont définies dans l'arrêté. Et le rôle de l'assureur, lui, c'est de délivrer la garantie, d'instruire le dossier avec une expertise et de fournir ensuite l'indemnisation. Et dernier point important dans ce régime sur le rôle de l'État, c'est que l'État offre sa garantie illimitée. Donc même si à un moment donné ça dépasse tout, notamment en termes de réassurance, derrière il y a la garantie de l'État. Donc c'est pour s'assurer que voilà, tout le monde pourra bien être indemnisé. Donc ça, je pense que c'est important. C'est un premier point. Donc ça, on peut être assuré à partir du moment où on a un contrat d'assurance dommage, on a cette garantie. Par contre, cette garantie, elle est quand même encadrée par le contrat d'assurance dans les conditions. Donc tout ce qui est plafond de garantie, modalités d'indemnisation sont fixés par le contrat d'assurance. Donc ça, c'est aussi un point de vigilance à regarder dans son contrat. Et deuxième point aussi, là où il faut être attentif dans le contrat d'assurance, c'est que l'inondation, il existe des inondations qui ne font pas l'objet d'arrêtés de catastrophes naturelles parce qu'elles ne sont pas considérées comme exceptionnelles. Donc dans ce cas-là, il faut aussi qu'on ait une garantie événement naturel et comportant la garantie inondation dans le contrat, ce qui n'est pas une garantie obligatoire. Donc là, elle n'est pas systématiquement dans tous les contrats. Donc ça, c'est aussi un point de vigilance. Et après, comme on le voit, il y a d'autres types d'inondations qui sont là, en l'occurrence, plutôt relèvent du dégât des eaux, on va dire. Et ce sont des garanties également contractuelles. Donc il faut faire attention à toutes ces dispositions dans le contrat. Alors, je ne sais pas si je réponds à toutes les questions d'un coup, parce que je peux parler pendant 1 heure, mais j'ai bien noté et je répondrai peut-être au fur et à mesure, parce que je pense qu'il y a des points qui seront intéressants de souligner avec la diversité en tout cas des régimes, en tout cas Tout à fait. des tutelles, etc., ouais. des musées. Alors, on va compléter du coup le panel. Donc, vous avez bien compris, on a un musée territorial, un musée national, le MUSEM, en région, en bord de mer. Alors, Yamina, est-ce que vous pourriez nous dire comment ça se passe au MUSEM ? Donc pour notre part, en fait, quand j'ai écouté donc toutes les présentations de ce matin, c'est vrai qu'on est déjà en termes de localisation, comme vous le disiez, Laurence, pile poil on cumule à peu près tout. On cumule le risque de submersion, parce qu'on est clairement en bord de mer. On est en centre-ville, donc les sols sont imperméabilisés. Donc on a aussi en gros, les sols n'absorberont pas au moment où il y aura des fortes pluies. On a tout ce qui est épisode cévenol ou méditerranéen, puisque nous sommes au bord de la Méditerranée. Évidemment, on est aussi tributaire de ça. Donc, on a absolument tout ce qu'il faut. Par contre, ce qu'on a aussi, c'est qu'on a un musée neuf, puisqu'il a été bâti il y a 10 ans. Donc, toutes les procédures pour être au mieux de la prévention du risque ont été réalisées. Ont même été améliorées il y a quelques années, puisqu'il a été décidé un relèvement de la digue qui nous protégeait.
Après, on n'est évidemment pas à l'abri des choses les plus importantes. Mais à ce niveau-là, c'est vrai qu'on est assez bien entouré. Et en tant que P, on a même en interne, c'est vrai, une équipe qui gère le bâtiment, qui est dédiée qui s'occupe en fait de tous ces points-là, qui sont régulièrement traités au sein du futur ex-CHSCT. Ça fait partie d'une des données qui est souvent discuté au cours de ces instances. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est vrai que nous, on a cette chance aussi d'avoir notre propre assureur. C'est-à-dire que nous avons fait le marché d'assurance. OK, ça prend du temps, mais à minima, on est indépendant sur ces questions-là. C'est-à-dire que nous avons choisi, selon les règles évidemment de la commande publique, un assureur et on peut traiter directement avec cet assureur. Et l'assureur, d'ailleurs, nous met à disposition dans son équipe une personne en particulier qui est notre agent de liaison en cas de problème. Donc ça sont les premiers points. Sur ce dont vous avez parlé, c'est vrai que évidemment nous, notre assureur, quand on contractualise avec lui après cette procédure de marché public, c'est sur la base d'un contrat clair avec justement tout ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire les risques, les types d'indemnisation. Par contre, on fonctionne sans franchise, c'est-à-dire qu'on est remboursé au premier euro. Sans doute aussi parce que les sommes qui sont les montants en fait pour les différentes expos ne sont pas non plus des montants astronomiques, à part quelques expositions. Nous ne sommes pas un musée des Beaux-Arts, on est un musée de société avec parfois des expositions Beaux-Arts, mais donc nos taux, enfin nos valeurs d'assurance globale ne sont pas non plus toujours extrêmement importantes. Mais le fait de ne pas avoir de franchise, c'est quelque chose que vous avez négocié avec votre assureur ? C'est la base de notre contrat. C'est quelque chose qu'on demande, en gros, après ce n'est plus de la négociation dans le sens où on lance un marché. Donc ils doivent répondre sur la base de ce qu'on leur demande. Évidemment, les prix s'en ressentent. Même nous, en interne, à partir du moment où on a un sinistre, il nous arrive de ne pas faire marcher notre assurance. C'est-à-dire qu'on le déclare évidemment dans les 24 heures, mais il nous arrive de nous rétracter si finalement la restauration à faire est assez basse, pour éviter d'impliquer notre assureur et pour éviter d'augmenter notre taux de sinistralité. Puisqu'évidemment, en fin d'exercice annuel, pour les assurances, en fonction du taux de sinistralité et de ce qu'on a payé comme prime, on peut avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on nous rembourse un petit peu de ce qu'on leur a donné. Et c'est vrai que ça permet de faire directement, quand on a une restauration d'une journée de restaurateur, souvent on le fait tout seul. Et c'est d'ailleurs l'un des conseils que je pourrais donner, parce que vous parliez au tout début de la valeur d'assurance. On a tendance parfois à avoir des... En fait, c'est un peu un choix, ce qu'on disait un peu sur la probabilité du risque. Si vous avez dans vos œuvres à assurer des choses de peu de valeur, admettons, vous allez l'assurer à 10 €, c'est-à-dire qu'en termes d'assurance, ça va absolument rien vous coûter. Par contre, s'il arrive quelque chose à cet objet-là, vous n'avez aucune chance de le faire restaurer. C'est-à-dire que l'assureur préférera vous dire, très bien, on vous rembourse la valeur de l'objet, donc on va vous rembourser 10 €. Donc en fonction des objets et des risques, il est parfois mieux de payer un peu plus d'assurance, mais ce sera minimal à ces hauteurs-là, mais au moins d'avoir des objets, de déclarer des objets à au moins, allez, on va dire, une journée de restauration. Au moins, ça permet de limiter les risques. Voilà, c'est juste un... Parce que c'est vrai que ça nous est déjà arrivé. Il nous arrive d'avoir des prêts de particuliers, particulièrement avec des objets qui sont des tracts ou ce genre de choses, et les gens les mettent à 5 €, 6 €, 7 €. Nous, on est un petit peu frileux. On leur demande parfois d'augmenter juste pour avoir cette capacité-là s'il y a quelque chose. Voilà. Pour reprendre en tout cas sur les inondations, parce que je pense que c'est quand même aussi la base de parce que c'est un risque qu'on a, même s'il y a peu de chances qu'il arrive. Ce qui nous arrivera le plus sûrement avant une inondation ou une submersion, c'est là encore ce que vous appeliez le dégât des eaux, puisque ça nous est déjà arrivé, c'est-à-dire d'avoir des fuites d'eau tout simplement. Au tout début à l'ouverture en fait, il y en a eu régulièrement, tout simplement parce que on a ouvert très vite, c'est-à-dire que certaines choses n'étaient pas forcément finalisées. Donc au fur et à mesure, évidemment, on s'est amélioré. Donc ce type de fuite n'existe plus au MUSEM. Par contre, il nous est arrivé récemment d'avoir des fuites du fait du restaurant et de l'étanchéité entre les deux zones, d'avoir des fuites dans un espace et qui, heureusement, en fait, n'ont pas été problématiques sur les objets qui étaient
exposés, mais qui nous ont quand même obligés à traiter avec notre assurance, tout simplement parce que si on veut avoir une relation de confiance avec l'assurance en termes de dégâts ou de suivi, il est bon aussi vraiment que cette confiance aille dans les deux sens. C'est-à-dire que quand il nous arrive quelque chose, quand il y a un risque ou qu'il y a une modification, on en fait part à notre assureur, puisque lorsqu'on fait ce premier marché, tout est indiqué, toutes les manières de présenter les offres sont indiquées dans le Facility Report, et c'est la base, c'est leur base eux aussi pour calculer notre taux, le risque en fait qu'on pourrait avoir, dont vous parliez tout à l'heure. Justement, cette relation de confiance, et je pense encore aux musées territoriaux, pour qui des fois, c'est compliqué parce que les équipes sont petites, il n'y a pas forcément de personnes dédiées pour traiter la question de l'assurance des œuvres. Anne-Sophie, quels pourraient être les conseils à donner? Et ça m'intéresserait d'avoir le regard aussi de Géraldine, post-sinistre, en revenant sur comment a évolué la gestion de l'assurance musée au sein de la collectivité. Voilà, pour améliorer ce capital de confiance, quelles sont les données à prendre en compte? Alors, je pense que la première difficulté qu'on peut rencontrer, c'est qu'effectivement, les situations peuvent être différentes selon les statuts que peuvent avoir ces musées. Et c'est vrai que c'est plus facile d'établir une relation de confiance quand il y a un assureur direct et voilà, où il peut y avoir des échanges réguliers, alors que par exemple, dans un musée communal où l'assurance va être prise par la commune, l'assurance va être globale, donc elle va concerner à la fois le musée, mais aussi les écoles, et c'est vrai que celui qui souscrit le contrat d'assurance au sein de la commune n'a pas forcément conscience des besoins et des particularités du musée. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération le plus rapidement possible, en tout cas, et prendre attache en fait avec le responsable assurance au niveau de la commune pour bien exposer les particularités du musée et les besoins, parce que c'est vrai qu'il y a un besoin de restauration, il y a peut-être aussi un besoin, si par exemple le musée est fermé temporairement, il y aura des pertes d'exploitation, il y aura donc tout un certain nombre de besoins qu'il faut vraiment identifier, ce qui n'est pas le cas pour une école par exemple, et qui sont importants d'identifier. Donc je pense qu'en fonction des situations, la première chose, c'est bien identifier celui qui va gérer le contrat d'assurance pour se rapprocher et voilà, lui faire part de toutes les particularités du musée. Ensuite, il y a aussi la différence de passation des contrats d'assurance qui peuvent avoir un impact sur la relation qu'on peut avoir avec l'assureur, puisque soit ça se fait de gré à gré en fonction des montants, soit par la procédure d'appel d'offres. La procédure d'appel d'offres, l'assureur, il répond à un appel d'offres avec un cahier des charges et il répond oui ou non. Je fais simple, à cet appel d'offres, alors que dans la procédure de gré à gré, ce dialogue est quand même plus facile à mettre en place puisque l'assureur va faire des visites de risque, va venir. Et donc je pense que même si c'est vrai qu'il y a une procédure d'appel d'offres, il ne faut pas hésiter aussi après à solliciter l'assureur pour qu'il vienne voir le risque. Voilà, les ajustements seront plus difficiles, mais ça c'est quand même des difficultés dans les procédures où on voit que finalement la discussion qui devrait se faire avant la souscription du contrat, finalement, elle ne se fait pas forcément et c'est là où on va déjà engendrer les premières difficultés. Parce qu'on le voit, après, il y a des questions qui n'avaient pas été posées. Sur la restauration des tableaux, c'est vrai que je comprends parfaitement de ce qu'on dit, on ne va pas restaurer la moitié d'un tableau, on est tous d'accord là-dessus. Après, dans un contrat d'assurance, le principe de base, je vais essayer d'être trop technique, mais c'est le principe indemnitaire. C'est-à-dire qu'on répare uniquement ce qui a été endommagé par le sinistre. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, ça peut paraître un peu aberrant, mais il y a des possibilités de garantie, effectivement, de fournir des heures de restauration. Enfin, il y a des solutions qui peuvent être trouvées, mais encore faut-il les avoir identifiées avant et qu'elles soient clairement quand même mentionnées dans le contrat. Donc je pense que tout ça, c'est des éléments importants à avoir en amont de la souscription du contrat.
Et malheureusement, on le voit, quand c'est passé par des communes, c'est souvent noyé avec d'autres biens et pas forcément pris en considération. Merci. Ce principe d'anticipation et finalement pour le responsable de musée, responsable des collections, enfin de pédagogie en interne au sein de la collectivité, essayer de repérer qui est en charge et de comprendre quels sont les termes du contrat d'assurance, c'est vraiment le préalable. Alors Géraldine, comment les enseignements post-sinistre, comment ça se passe à Marly depuis ? Et n'hésite pas à revenir si tu veux davantage détailler. Oui. Indépendamment du sinistre, j'ai pu vivre un renouvellement de contrat d'assurance. Alors, c'était un marché qui a été porté par une commune qui a fait un groupement de commandes avec d'autres petites communes et d'autres petites collectivités, dont le musée du domaine royal de Marly, qui a un statut assez particulier. Les syndicats, c'est un établissement public de coopération intercommunale. Et donc c'est une structure publique qui est portée par deux communes. Enfin, c'est de l'intercommunalité, on va dire, mais avec une seule vocation, la gestion de ce musée. Et on s'est allié avec la grosse commune d'à côté qui relançait son marché d'assurance. Donc il y avait une sorte de vaisseau amiral porteur du projet et un marché d'assurance avec plusieurs lots. Moi j'ai surtout pensé à collection, mais il y avait aussi flotte automobile, responsabilité des agents et des élus. Et donc, il faut être un peu proactif et en tant que responsable de musée, essayer un peu de s'imposer comme un interlocuteur incontournable, si je puis dire. Et donc, la collectivité porteuse du marché avait fait appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage et il avait fait une visite sur site au musée. Et j'avais trouvé ça très, très intéressant parce que nous avait un peu fait un interrogatoire de nos besoins, tirer les vers du nez pour faire un peu la liste de nos besoins. Et c'était vraiment, il nous a aidé à formuler notre cahier des charges. Et ça, c'était intéressant, même si on va dire qu'il y a des choses qu'on n'avait pas pensées, mais au moins on progresse. Et puis il y a aussi parfois des relations avec le service juridique qui sont pas, ou service marché qui sont pas évidentes. Moi, ma collègue m'avait demandé un jour, est-ce que dans 3 jours, tu peux me donner ta liste valorisée des collections assurées ? Et alors, elle existait déjà, mais il y avait un gros nettoyage à faire, si je puis dire. Et donc, j'ai passé 3 jours sur Micromusée, à essayer de répondre à la demande. C'est que les collègues connaissent pas forcément le métier. Et puis par ailleurs, ce que j'ai réussi à conserver, si je puis dire, c'est la relation directe avec l'assureur des collections, parce que je pense que c'est l'équipe du musée qui est la plus à même de dialoguer avec lui et de travailler justement en confiance avec lui en formulant un besoin. Je déplace tel tableau, est-ce qu'on peut le faire en interne avec le véhicule, plein de petites choses de la vie courante, des envois de mise à jour de liste des collections parce qu'on a fait des acquisitions, on a rendu des dépôts, tout ça, je pense que c'est important que le musée se positionne. Je ne sais plus si c'était ta question. Justement, sur ce point-là, parce que c'est vrai que c'est une vraie question, quand on a une collection importante, parfois disparate, c'est justement tout ce qui est valorisé, chaque objet. Ce qui a été le choix de notre administrateur au départ et qui est suivi jusqu'ici, par exemple chez nous, en tout cas pour les collections, c'est qu'on n'a pas eu à transmettre ce genre de liste-là, puisqu'on est assuré pour un montant maximal. Qui est loin du montant, en fait, qui n'est pas du tout la valeur globale de la collection, qui est nettement moindre, et on est assuré seulement en restauration et en dommages, ni en perte totale, ni en vol. C'est un choix de l'établissement, là encore c'est un risque, mais ça permet aussi de minimiser les coûts. C'est-à-dire qu'on est, on va dire, je vais dire à peu près n'importe quoi, c'est quelque chose de proche, mais on est assuré à hauteur de 5 millions, mais exclusivement en restauration et en... Voilà. Je voulais peut-être ajouter quelque chose. C'était que je trouve que tu nous avais expliqué, du coup je le révèle, que tu imposais dans la période de consultation pour le recrutement d'un assureur une visite sur site, et je trouve ça vraiment bien. La visite de risque, oui. Faudrait en parler. C'est quoi une visite de risque ? Parce que ça c'est aussi une terminologie, je pense, importante. Donc est-ce que Yamina, tu peux nous expliquer en quoi ça correspond ?
à quoi ça correspond, enfin, comment ça s'est organisé au MUSEM. Et puis peut-être Anne-Sophie, après, généraliser, c'est aussi un terme de vigilance à avoir pour les professionnels de musée. En gros, à partir du moment où les personnes veulent répondre à notre appel d'offres, ils sont tenus de faire une visite du site avec nous, avec un représentant des collections pour le site propre des réserves, parce que nous avons des sites séparés, réserves et exposition, et une visite sur le site exposition. Donc c'est obligatoire, ça donne lieu à un petit référencement. C'est-à-dire que les personnes, enfin les courtiers, puisqu'on parle souvent d'assurance, mais en fait on a affaire à des courtiers et pas à des assureurs. Le courtier qui ne sera pas venu faire la visite ne pourra pas répondre à la commande. Voilà, comme ça au moins ça permet de... Et c'est aussi pour eux. Pour nous, c'est pas forcément la meilleure chose, que ça va faire que les personnes qui auront vu cet appel d'offres au dernier moment ne pourront pas y répondre. Mais on pense sincèrement que c'est quand même beaucoup mieux pour eux, déjà, de comprendre comment on fonctionne, comment le bâtiment est fait, tout ce qu'on a mis en place en termes de prévention, en termes de sécurité, en termes d'accès, qu'ils comprennent tout ça pour voir en fait dans quoi ils vont mettre les pieds. Et puisqu'on s'imagine qu'on est hyper bon, on pense aussi que ça va faire baisser les taux. Voilà. Et que c'est quand même plus simple de fonctionner de cette manière-là. En tout cas, jusqu'ici, c'est ce qu'on fait. Et en plus, ils peuvent aussi poser toutes les questions qu'ils souhaitent, puisque en général, donc il y a un représentant des collections, un représentant des expositions, mais aussi le responsable sécu qui va aussi pouvoir répondre à pas mal de questions sur les risques propres à notre établissement. Oui, je pense que c'est un élément très important, cette visite de risque, parce qu'elle permet quand même d'abord à l'assureur de se rendre compte du bien qu'il va assurer. Donc ça, je pense que c'est important. Et effectivement, de poser un certain nombre de questions, de voir aussi peut-être des points qui n'auraient été pas vus, hein, parce qu'il a un regard d'expert en assurance. Donc je pense que c'est vraiment important, et c'est peut-être le premier pas de cette relation de confiance. C'est-à-dire, chacun sait ce qu'il a vu avant que le contrat soit souscrit. Donc je pense que c'est vraiment un élément important de provoquer cette visite de risque. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant là, parce qu'en général, quand il y a des appels d'offres, il n'y a pas forcément de visite de risque préalable. Et là, finalement, ça fait partie de l'appel d'offres de provoquer cette visite de risque. Et je pense que c'est une idée très intéressante, parce que elle permet vraiment de pointer, de mettre le premier doigt sur cette relation de confiance entre l'assureur et l'assuré. Pour finir, pour reprendre sur les inondations, ça nous permet justement pendant cette visite, c'est vrai qu'on essaie de les éblouir avec notre sublime panorama sur la mer, mais évidemment, eux vont penser au risque de submersion. Et de cette manière, on peut leur montrer en fait tout ce qui a été fait pour éviter ça. Par exemple, pour les expositions, pour les salles d'expo, toutes les salles d'expo sont relativement éloignées avec des barrières. On a des rampes. Et on a aussi les bureaux qui protègent les salles d'exposition, puisqu'on est en première ligne par rapport aux vitres des salles d'exposition. Donc ce ne sera pas un dommage sur les œuvres, ce sera sur nous, et ça, ce sera une autre assurance qui se mettra en place. Peut-être sur la relation avec son assureur durant l'exécution du marché, j'ai pris l'habitude que, les responsables de collection devraient le faire. Je crois que je ne le faisais pas avant. Donc, c'est en fin d'année faire un point sur sa liste de biens valorisés. Sortir les dépôts qui ont pu être rendus, vérifier qu'on a bien fait rentrer les nouvelles acquisitions. C'est un peu la gestion de bon père de famille. Donc moi j'ai mon post-it du mois de décembre, envoyer la liste à jour à l'assureur, et être sûr qu'elle est à jour tous les ans. Ça veut dire que le jour où votre juriste vous dit dans 3 jours tu me transmets la liste valorisée, le travail est déjà fait. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle ? Parce que il y a eu beaucoup de contenu, et je trouve que ça serait bien d'élargir le cercle. Bonjour, Rodolphe. Alors, attendez, je vais vous donner. Oui, j'entendais tout à l'heure, donc il y avait une évolution de la franchise d'assurance qui pouvait apparaître en fonction de la sinistralité qui s'était occasionnée
dans les années passées, mais forcément vous allez me voir venir avec la présentation précédente. Si jamais un gestionnaire de musée fait preuve d'une amélioration de sa connaissance de sa vulnérabilité et de son organisation associée derrière via un PSBC par exemple, est-ce qu'il y a des modalités qui permettent de moduler cette franchise au bénéfice du gestionnaire? Et sous quelle modalité de la part des assurances? Est-ce que vous faites un audit? Est-ce que vous certifiez quelque part le travail de planification de la gestion de l'événement qui a pu être fait, et sous quelle modalité? Alors, jusqu'à aujourd'hui, et encore aujourd'hui, on attend les décrets d'application sur la franchise et sur les évolutions de la franchise. Nous, c'est des choses qu'on pousse au niveau de la fédération, parce qu'on pense... Alors, c'était pas tant sur la sinistralité, c'était plus sur la mise en place de mesures de prévention. En fait, sur je vais employer le mot entreprise, mais c'est un mot assez général. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'assureur ait une plus grande liberté dans la fixation de la franchise en fonction des mesures de prévention qui auront été mises en place. Donc pour l'instant, c'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Je pense que les décrets ils sont en cours d'écriture, de finalisation, donc j'espère qu'on les verra avant la fin de l'année. Mais c'est quelque chose que nous, on pousse parce qu'on pense que justement les grandes entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises ont cette capacité à améliorer en fait leur protection vis-à-ce des aléas naturels, et qu'un moyen pour l'assureur de les pousser à le faire, après, c'est de diminuer la franchise. Donc voilà, c'est ce qu'on pousse. Je sais pas, je n'ai pas la dernière version des projets de texte sur les décrets, mais c'est pas encore le cas. Après, sur les modalités pratiques de voir comment cette franchise pourra évoluer, je pense que ça sera effectivement une discussion entre l'assureur et l'assuré. L'assuré montrera, comme ça a été fait finalement, vous avez montré, et alors c'était dès le départ qu'ils ont mis des mesures de protection, mais c'est quelque chose que en tout cas sur ce qu'on nous on appelle plus les grands comptes, voilà, où il y a vraiment l'assureur, il se déplace, etc. Alors c'est vrai que sur les petits musées, mais je pense que les communes, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elles vont devoir se pencher sur cette question et de pouvoir moduler un peu la franchise. C'est un peu le rôle qu'on peut donner aux assureurs pour les pousser à la prévention et à faire ce diagnostic de vulnérabilité. L'expérience qu'on a depuis nous quelques années, si on avait une franchise, si ce n'est que de 400 ou 500 euros, ce serait nettement moins intéressant, puisque la plus grande partie de nos sinistres ne sont pas à ce niveau-là. Enfin, on aura une journée de restauration, ce sera 400, 500 euros. Donc si on avait cette franchise-là, en gros, la plupart de nos sinistres, il faudrait les payer de notre poche. Donc c'est pour ça que nous, on a fait le choix de ne pas avoir du tout de franchise. Voilà. Alors par contre, en catastrophe naturelle, ça m'étonne parce que la franchise est obligatoire. Mais sur le coup... j'ai un... voilà. Un message pour les personnes qui sont en ligne, les 450 personnes inscrites et qui suivent ces débats. Vous pouvez déposer des questions, il faut cliquer, ça se fait via le bouton questions, donc n'hésitez pas. Du coup, j'ai perdu le fil, mais est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Et sinon aussi, ça y est, ça me revient, justement, est-ce que vous aviez on n'a pas parlé de PSBC, alors à Marly, et est-ce que le fait d'avoir formalisé un PSBC, justement, ça vous a donné une assise par rapport à l'assureur et permis de négocier le contrat? Alors peut-être d'abord Géraldine. On n'avait pas de PSBC. Voilà. Et on en a un maintenant. Enfin, il est en cours de rédaction. Il y a des mesures de protection qui ont été prises aussi dans le cadre de la rénovation du bâtiment, parce que le musée a été rénové pour le coup. Et donc, on a pris des mesures préventives. Alors, on a laissé les réserves des collections en sous-sol. C'était un arbitrage au vu des accès du bâtiment, de sa conception. Et donc, notre collectivité s'est engagée auprès des financeurs de la rénovation, dont l'État a protégé la parcelle des tuyaux du producteur d'eau potable. Voilà, on a les plans des tuyaux aussi, c'est tout bête, qui sont annexés au PSC, ce genre de documents précieux, et on peut voir d'où vient le danger.
il y a un puisard qui a été creusé dans une cour intérieure de l'établissement par laquelle l'eau s'était infiltrée. Et on a organisé... Enfin, le musée est plus étanche parce que toutes les portes ont été également changées. Avant, c'était des portes en verre qui avaient 1 cm d'air. Et enfin, voilà, c'est des toutes petites choses. Et puis, on a... un peu rehaussé certains mobiliers dans les réserves et fait aussi une stratigraphie des objets. En fait, on a mis en bas des étagères ce qui craignait pas l'eau et puis en haut ce qui craignait l'eau. Voilà, c'est pragmatique. Et, enfin, voilà. Vous pouvez vous présenter. Ok, bonjour. Je m'appelle Elias, je suis un architecte et j'ai un DSA architecture et risque majeur. Alors j'ai une petite question concernant les assurances. J'ai bien compris concernant en fait les expositions, les biens qui existent à l'intérieur, mais concernant le bâtiment lui-même, est-ce qu'il sera assuré et surtout si on parle d'un bâtiment qui est du patrimoine architectural? Alors, bien évidemment, le bâtiment peut être assuré. Après, c'est un choix qu'on fait ou pas. Mais il peut être assuré. Ça fait partie, dans le contrat d'assurance, de toute façon, est décrit tout ce qui est assuré. Donc, s'il y a le bâtiment, les collections, enfin, voilà. Mais par contre, il faut que ça soit précisé dans le contrat. Il faut que ça soit un choix. Là, sur le coup, c'est pas moi qui m'occupe de cette partie, puisque c'est très fractionné. Mais nous, on n'assure pas le bâtiment. On ne pourrait pas se le permettre. On a essayé, des lots ont été lancés sur ce point-là, et le résultat était, en gros, soit on n'avait pas d'assureur qui voulait prendre le risque du tout, soit c'était des prix tellement exorbitants que c'était impossible de le faire. Donc on assure du matériel, évidemment, à l'intérieur, mais le bâtiment lui-même... non. Oui, Françoise Collange de l'IRPA. À propos de ces questions effectivement d'inondation sur des bâtiments historiques, il y a aussi le fait qu'on connaît assez mal finalement la manière d'assécher les bâtiments après coup. Et donc pour suivre une inondation de masse en Belgique depuis maintenant un peu plus d'1 an, alors les assureurs quand ils se sont impliqués et ont indemnisé ou préconiser des mesures de sauvetage, en fait, on se rend compte qu'il y a une très grande anarchie de ce qui est proposé comme solution. Et donc, c'est vrai que je me demande comment, au niveau des assureurs, on fait parfois la différence entre l'indemnisation et les contreparties qu'on demande pour traiter un bâtiment historique par rapport à un bâtiment normal. Jusqu'à quel point cette dimension-là peut être prise dans les contrats d'assurance, et est-ce que ce serait ça qui fait que les primes deviennent astronomiques? Parce que c'est vrai que voilà, l'expérience du terrain montre qu'on a vraiment en fait des grosses difficultés à gérer ces bâtiments, les bâtiments historiques en particulier, puisque toute la régulation en fait sur le sauvetage de bâtiments après inondation est conçue pour plutôt du bâti contemporain. Et donc c'est vraiment un facteur un peu différent. Je me demande, autant on voit que sur les collections, on part donc pour le MUSEM, cette démarrage très intéressante de partir du coût de restauration. Mais à ma connaissance, on n'a pas, en tout cas en Belgique, cette logique-là de différencier entre le bâti ancien et le bâti contemporain. Est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça? Alors je sais pas sur la manière de pouvoir remettre en état le bien. Par contre, en assurance, il faut cette visite de risque pour s'en rendre compte. Et après, ce qu'ils vont regarder, donc s'il y a une visite de risque, et je pense qu'il faut une certaine... faut être assez spécialiste pour voir. Ça va être la différence, ça va être le coût de la remise en état. Et je suppose que sur des biens un peu historiques, la remise en état, elle se fait avec des conditions très strictes de remise en état. C'est-à-dire qu'il faut faire appel à certains types d'artisans avec des conditions très strictes. Et donc, ça a probablement un coût important.
Donc je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il y a un certain nombre de bâtiments qui ne sont pas forcément assurés. Et donc l'État ou les collectivités locales restent leurs propres assureurs parce que le coût effectivement de l'assurance du coup peut être très élevé parce que le coût de la remise en état tel que souhaité et avec les contraintes du bâtiment sont très élevés. Donc voilà cette difficulté. Mais après je ne sais pas sur la distinction précise entre les deux. Alors, il y a une question dans le chat. Ouais. Donc, en direct du chat. Une question d'Isabelle Blessinger, qui est directrice adjointe à la direction du développement culturel de la ville de Nevers et qui adresse une question à Géraldine. Tu as expliqué au début de ton intervention que l'évaluation des coûts de restauration suite au sinistre connu par l'établissement a été long. Et elle souhaiterait connaître cette temporalité de travail et le nombre de personnes qui ont été impliquées. Alors, donc le sinistre a eu lieu en octobre 2016 et on a été indemnisé, on a touché tout l'argent. C'est très trivial. En été 2019. Voilà. Et puis, il y avait des victimes collatérales, les déposants type Château de Versailles, communes, archives départementales. Donc, eux, c'était plutôt 2020. Voilà. On a eu comme des acomptes, je précise. Et donc, la temporalité, alors c'est lié à la typologie des collections qui sont impactées, art graphique, textile, ethno, peinture, mobilier, métal, voilà. Tout d'abord, j'ai un peu caressé l'illusion que je pourrais faire restaurer les collections comme quand on fait restaurer, vous savez, nos œuvres. Je sollicite plusieurs devis, ça c'est une obligation comptable. On va passer les dossiers en commission de restauration et puis l'expert validera ce que la DRAC aura validé. Et en fait, j'ai vite changé de stratégie parce que je pense que je serais totalement épuisée et puis que ça n'aurait pas porté ses fruits. C'est que je me suis dit, on va essayer de récupérer des sous et après, on verra bien ce qu'on arrivera à faire. Voilà. Donc, les deux experts du sinistre, le tiers et celui du musée, étaient l'un à Toulouse, l'un à Paris avec d'autres sujets sur le feu. Donc, on a dû se rencontrer peut-être 8 fois au total et parfois, il ne se passait pas grand-chose entre deux réunions, si je puis dire. Il y a eu des demandes de devis complémentaires. Parfois, l'assureur qui vous propose un restaurateur qui est un peu moins cher selon lui, qui travaille bien. Bon, parfois, il n'est pas agréé pour travailler sur les collections Musée de France. Ça pose un problème. Bon, voilà, ça peut être long. Enfin, oui, c'est long. Oui. Peut-être aussi en complément, comment ça s'est passé pour les premières restaurations? Vous avez sans doute quand même pas attendu 3 ans pour commencer. Donc je pense que pour compléter un peu la question, ce sera intéressant. Alors les premières, on va dire, interventions, c'était plus des interventions de conservation. Il y a eu, alors je vous le dis un peu en liste à l'après-vert, la protection de couches picturales avec des papiers japon. Il y a eu du tri et de la mise en séchage des arts graphiques. On a eu une biocontamination sur les œuvres en bois parce que on avait tout sorti à l'arrache au jour du sinistre et donc ça va créer des confinements entre les tableaux, des choses comme ça. Donc on a fait une zone de quarantaine. Et donc, il y a eu un traitement de dépoussiérage et de décontamination, peut-être ça 5 mois plus tard. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, sur ce qu'on a fait restaurer, c'est les œuvres dont on avait besoin dans le parcours des collections permanentes du nouveau musée. Et on verra bien ce que fera mon successeur, mais l'idée, c'est qu'on n'a pas assez d'argent pour tout restaurer comme on le souhaiterait. Donc, on va prioriser, comme on le dit, quand on n'a pas assez d'argent. Et je pense que ce qui va se passer concrètement, et je pense qu'il ne faut pas tout restaurer, c'est qu'il y a des œuvres, finalement, c'est des œuvres souvent mineures, avec tout le respect que j'ai pour toutes les collections Musée de France, mais voilà, qui sont gondolées, qui sont sèches, qui sont en pochette, qui ne sont pas contaminées. Le jour où on aura un projet pour elles, on fera quelque chose. Et voilà, donc je pense que le J+1 après le sinistre, c'était une parole que j'aurais pas pu supporter. Et aujourd'hui, on va prioriser en fait en fonction du PSC du musée, de ce qu'on veut faire dans nos expos.
voilà. Pour les œuvres en dépôt qui justement n'appartenaient pas à vos collections, est-ce que les autres musées avaient imposé leur propre assureur, comme ça peut aussi arriver, ou comment ça s'est passé pour ces œuvres-là particulièrement? Les œuvres étaient assurées par nos soins. Et donc on a trouvé un système qui est que les déposants ont été indemnisés sur des montants de devis qu'ils ont validés en amont, et c'est eux qui ont fait les restaurations. L'heure tourne. Je vous propose, sauf s'il y a d'autres questions dans la salle, sur Internet, merci beaucoup à toutes les trois pour cet échange vivant où on voit que l'humain a sa place. On voit que les professionnels de musée ont beaucoup de questions à poser et ont envie de continuer le dialogue avec le monde de l'assurance. Donc j'espère qu'on pourra poursuivre avec vous et vos collègues. La nécessité on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Parce qu'on ne parle pas le même langage, les finalités sont différentes, mais on est concerné par le risque et notamment le risque inondation. Donc c'est vraiment important de se poser ces questions, de s'y intéresser en amont, en anticipant sur quelles sont les caractéristiques de son contrat d'assurance, de son contrat de dommages multirisque, les garanties, franchise ou pas franchise, quel est le principe indemnitaire. Donc voilà, c'est des préalables qui sont nécessaires de bien mettre en place, et avec cette difficulté pour les musées territoriaux, effectivement, de ne pas être en lien direct. Donc voilà, c'est une attention particulière. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a le temps pour ouvrir sur des questions relatives aux précédentes interventions, ou si pour les premiers interlocuteurs, mais peut-être je repasse la main à Marie. Alors éventuellement, on prend une question pour les interventions de ce matin. Je pense que vous êtes affamés, donc c'était... Ah, Laurent. Bonjour, Laurent Fuentes, Mission Sécurité et Sûreté au ministère. Moi, j'avais une remarque qui débouche sur un questionnement. On a parlé beaucoup de PPCI ce matin, de vulnérabilité. On a parlé de PSBC. J'ai vu sur un slide PSBC cru, donc c'est un PSBC particulier. Un intervenant a dit que tout cela s'intégrait dans le plan de continuité d'activité, en fait. Et puis on a parlé de PPCI, et comme je ne suis pas un spécialiste d'inondation, ces derniers jours, suite à l'invitation de Marie, je suis allé chercher sur Légifrance, j'ai tapé PPCI. J'ai jamais trouvé ce terme-là, tout comme PSBC d'ailleurs. Et puis j'ai fini par trouver que ça émanait du PPRI d'Île-de-France. Il y a un arrêté préfectoral. Ce terme-là n'est jamais défini. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qu'il contient exactement. Et puis après, j'ai continué mes recherches. Et puis en allant sur le PPRI Bordeaux, j'ai retrouvé encore le PPCI, etc. Donc je suppose qu'il y a plusieurs arrêtés qui le mentionnent. Voilà. Étant non sachant, je dis peut-être quelques erreurs là, mais je trouve que finalement, il y a très peu d'obligations réglementaires dans tout ça, alors qu'on parle de déréglementation climatique. Tout cela relève beaucoup, à part quelques établissements qui sont sur une liste et qui doivent faire des PPCI, relève beaucoup d'une démarche volontariste. Et moi, je sillonne la France toute l'année dans les musées et j'en entends jamais parler de PPCI, je peux vous le garantir. Donc ça pose question sur les années à venir. Est-ce que tout ça doit être plus réglementé? Je pense que oui. Je pense que voilà. Alors il y aura peut-être des réactions par rapport à ce que je dis. Merci Laurent pour ta réflexion. Je me permets de répondre et je pense que Julien souhaitera compléter.
Tu prêches une convaincue sur le fait que la réglementation devrait être plus forte sur ce sujet. Simplement pour le PPCI, c'est vrai que c'est un peu un ovni dans tous les plans et les dispositifs de protection. Il est obligatoire et réglementaire dans le cadre du PPRI de la Seine, mais juste à Paris. Donc c'est vraiment un confetti de réglementation à l'échelle nationale. Et pour le coup, tous les établissements parisiens, même pas franciliens, doivent mettre en place ce document. L'idée de la journée, c'était aussi de rappeler un peu toute cette réglementation qui est propre à Paris et qui en fait un ovni sur cette question-là, mais en se disant, et c'est les discussions qu'on avait avec Julien Tanguy, d'autres collègues de la préfecture de Paris, c'est de se dire que, en fait, ce document-là, il devrait être réalisé au même titre que les PSBC, pour lequel il n'y a pas non plus de réglementation. Voilà. Et que tout ça est dans un grand chapeau de plan de protection dans lequel on aura des dispositifs spécifiques en fonction des risques qu'on aura analysés, le risque incendie, le risque sismique, le risque inondation, etc. Donc c'est un grand tiroir dans lequel on va retrouver l'ensemble de ces réponses à l'urgence en fonction des risques qui auront été analysés. Julien, tu veux rajouter? Non. Oui. Merci. Luc Forlivesi pour l'inspection des patrimoines au Collège Archives. J'avais une question, une absence que j'ai constatée ce matin, qui n'a été évoquée que par allusion, c'est le rôle des DRAC. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose de curieux, pour avoir travaillé en DRAC 4 ans et demi, de ne pas entendre parler plus, en dehors de la région parisienne, bien sûr. Est-ce qu'il y a une action prévue auprès du Collège des DRAC ou des réunions des directeurs régionaux qui sont à peu près régulières? Alors Marie m'a tendu le micro. Je suis une ancienne conseillère pour les musées, donc les DRAC, elles sont essentielles et elles travaillent, notamment dans le domaine des musées, puisqu'on est au C2RMF. Je parle de l'ensemble des... Bien sûr. Les DRAC sont les services déconcentrés qui comprennent tout le champ du patrimoine, donc c'est pour bien ça sûr. que... Oui, tout à fait. Non, les DRAC, elles sont essentielles. Et elles mènent ce travail-là. Après, la journée n'est pas terminée. Il y a encore cet après-midi. Et cet après-midi, on parlera davantage de PSBC. Donc, voilà. En tout cas, de mon expérience en DRAC Île-de-France, on a travaillé avec la DRIEAT. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un prisme peut-être un peu francilien ce matin qui ressort, mais c'est des acteurs essentiels. Alors je ne sais pas si vous pensez qu'ils ne sont pas, ce que vous sous-entendez, mais il y a une forte... Je sous-entends qu'ils ne sont pas vraiment, je ne suis pas sûr qu'ils aient la conscience pleine de leur rôle d'acteur à l'échelle, alors à la fois de chacun des secteurs, mais aussi en transversal, parce que l'intérêt c'est que ça soit... Parce que les DRAC adjoints sont référents sécurité sûreté pour l'ensemble, mais je ne suis pas sûr que ce point-là soit vraiment intégré partout. Dans la commission inondation du bassin d'Adour-Garonne, la DRAC n'intervient absolument pas. Nous, on intervient au titre du bouclier bleu, vous l'avez compris, mais quelque part, effectivement, ça ne devrait pas forcément être à nous d'intervenir. Et la DRAC n'y est pas. Et moi, je me permettrais d'ajouter, Sidonie Lemeufretto du musée Giraudet. Bonjour Luc. Je pense qu'il faut qu'on repense aussi nos modèles de travail sur l'inondation en termes de géographie. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt penser en termes de bassins, rivières, etc., qu'en termes d'administration et d'organisation administrative? Voilà, ça c'est et du coup c'est du travail en plus, évidemment. C'est repenser nos modèles, mais je pense que ça peut être une logique intéressante. Qu'on en reparle cet après-midi et on se retrouve cet après-midi. On clôt la matinée. Merci beaucoup. Alors le déjeuner est libre. On reprend à... Merci, pardon. On reprend à 14h. Donc pour les intervenants qui sont invités à déjeuner à la Frégate, on se retrouve en haut des marches à 12h30 et on part tous ensemble. Voilà.